Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti. Hey, bonsoir Marine. Pardon, Bienvenue dans excusez-moi, Oser parler le micro. d'amour. Merci. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission pour un sujet important. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après, j'ai plein de questions à te poser. Ok. Alors, je m'appelle Marine. Alors, je pense que j'ai été connue un petit peu sur LinkedIn parce que j'ai pris la parole sur les violences conjugales et intrafamiliales parce que j'ai été moi-même victime de ça il y a 4 ans. Et en fait, je me suis retrouvée sur des aberrations de suivi et de conditions du système. Alors, je vais te Et poser des questions après pour faire un peu de mise en lien sur justement ton parcours et comment t'en es arrivé là. ok, Ça me paraît important que tu puisses parler de ça. voilà. Et puis sinon, je suis chargée de communication dans la vie de tous les jours. Et tu fais des événements autour des violences, enfin contre les violences conjugales et familiales. Oui, bah, en tout cas, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et actuellement, je monte des accompagnements qui Ok, vont prendre jour sous 2026. oui. Le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est il y a de la violence dans mon couple et pourtant je n'arrive pas à partir. Et c'est quelque chose que tu as connu, cette difficulté, parce que tu parlais de violence que tu as pu connaître. Oui. Cette difficulté à partir et cette difficulté, puisque tu es en train de monter des accompagnements, c'est que certainement tu as eu des difficultés à trouver du soutien, de l'aide, des solutions pour pouvoir partir. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble, c'est donner des clés pour les femmes et les hommes qui vivraient ça. Et j'insiste sur les hommes parce que très souvent, on peut penser que ça n'arrive qu'aux femmes et c'est vraiment pas le cas. Et dans mon cabinet, j'entends souvent aussi des hommes qui vivent des violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, verbales et autres. Donc, est-ce que tu peux nous dire ça? C'était quoi les difficultés que tu rencontrais pour partir? Bah déjà, les difficultés pour partir, la plupart du temps, on est quand même sujet à un système d'emprise, ce qui nous empêche absolument de réfléchir de manière factuelle. On est très troublé, la plupart du temps, on manque de sommeil aussi, parce que la personne en face nous fait subir des violences qui ne nous permet pas de nous reposer correctement et d'avoir accès à notre cerveau de manière classique. Et puis après, on J'arrive va plus à avoir... réfléchir. Oui, c'est ça, tout à fait. On n'arrive plus du tout à réfléchir convenablement. Et puis après, en fait, à différentes violences que tu peux vivre et aussi tout ce qui est de ton éducation qui va faire ou non que tu vas prendre cela un petit peu à la légère quelquefois et accentuer l'emprise et les violences par la suite. Voilà. Ok. Tu vas banaliser en fait. Alors, ça c'est la psy qui parle, mais il y a des mécanismes de défense, de rationalisation, de banalisation. On va chercher à comprendre l'autre pour pouvoir excuser et pour pouvoir continuer à accepter ce qui se passe. Oui, Tout ça, ce sont des mécanismes qui font partie de la violence. c'est des mécanismes qui font partie de la violence et que l'auteur, moi je dis souvent l'auteur hein, de faits de violence, c'est très bien utilisé contre nous.
Donc, en fait, Tu as il des a exemples? Enfin, par exemple, je peux donner un exemple, moi, sur mon parcours. J'étais en postpartum, mon bébé était là, j'allaitais, je dormais à peine 4 heures par jour. Et des fois, en fait, il disait des choses très factuelles devant moi. Et donc, j'entendais bien ce qui se disait. Et bon, on va prendre un exemple très factuel. Un jour, on est en voiture. Enfin, il passe au feu orange, limite rouge. Derrière, on a la police qui nous arrête. Et quand on nous arrête, on nous demande les papiers du véhicule, etc. Ce n'était pas moi qui étais en train de conduire, c'était lui. Donc, bien sûr, il n'avait pas ses papiers. Donc, moi, je donne les papiers du véhicule parce que c'est ma voiture et que je les ai dans mes trucs. Je donne mon nom, mon prénom, enfin, pas de souci. Et donc, lui, on lui demande de s'identifier. Et finalement, il donne le prénom et le nom de son frère. Et puis, je commence à faire une tête un petit peu bizarre. Il me donne un coup comme ça dans la voiture. En gros, tais-toi. Et bon, je me tais. Et puis on reprend la route, on allait vers chez ses parents, on allait chez ses parents, on était entendus. Et donc sur la route, je lui dis, mais déjà, pourquoi tu m'as violenté? Enfin, tu m'as fait un geste violent comme ça. Et puis de deux, en fait, pourquoi t'as donné le nom de ton frère? Je comprends pas. Enfin, et en fait, il s'énerve tellement fort qu'on en vient à douter de ce qu'on a vécu. Et donc moi j'étais, je comprenais pas pourquoi il s'énervait, je lui demandais juste pourquoi il avait fait ça et donc il s'est déversé en colère, etc. Et juste après en fait on allait chez mes ex-beaux-parents. Donc il y a aussi des injonctions contradictoires qui sont que en fait on n'a pas envie d'aller à un endroit avec une mauvaise humeur. En montrant que en fait dans notre couple il s'est passé quelque chose où on n'était pas d'accord et on est en conflit. Et donc, devant la famille, on a tendance à s'adoucir, etc. Et quand ensuite j'ai voulu revenir sur le sujet, mais t'es complètement folle. Enfin, on en a parlé avant d'aller chez mes parents. Là, tu remets de l'huile sur le feu, je comprends pas. Et en fait, c'est ces injonctions qui font que on est complètement noyé. On marche sur des œufs, clairement. Et on sait plus quoi faire, en fait. Peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ça ne va pas et c'est vecteur de violence. donc ça va développer de l'hypervigilance, Ouais. où tu vas te suradapter finalement énormément. Mm, Ce qui participe aussi à la fatigue et à l'épuisement et encore à t'empêcher de réfléchir et à la confusion, au brouillard mental, l'impression de, ouais, c'est ça, d'avoir un brouillard, tout ça, ça fait partie des symptômes, en tout cas des conséquences de la violence. ouais. Je dis ça parce que pour les gens qui nous écoutent, que ça puisse aider si jamais ça vous arrive, que vous puissiez le reconnaître, l'impression de plus arriver à penser, que la pensée est embrouillée, que c'est plus clair en fait. Et ça manque de lucidité, ça manque. Et c'est surtout, enfin, c'est un peu les injonctions contradictoires. Enfin, moi, je tiens beaucoup à dire ça puisque finalement, autour de moi, j'en ai parlé. Il y a des langues qui se sont déliées. Et j'ai aidé aussi d'autres personnes à pouvoir porter plainte et à se protéger aussi par rapport à ça juridiquement. Euh, c'est vraiment tout le temps le même mécanisme. C'est-à-dire que on est dans quelque chose où on ne se reconnaît plus soi-même. C'est-à-dire que la, la peinture qui est faite de nous, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui est. Enfin, on se rend compte que c'est pas du tout nous. Et donc, en fait, on se met face à ces dires et à ce qu'on est. Et il y a un décalage, on comprend pas ce décalage. Et il y a un moment donné où il y a aussi un peu une sorte de lucidité, c'est mais en fait, si je suis vraiment cette personne-là, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes? Et en fait, la plupart du temps, on n'a jamais la réponse de pourquoi tu restes. Et la réponse de pourquoi on reste, c'est parce que bien évidemment qu'il y a sûrement des intérêts
Alors tout à chacun, ça peut être différent, mais souvent c'est des intérêts financiers derrière ou de confort ou des faveurs, on peut dire même sexuelles, ça peut être le cas. Je veux dire, Voilà. pourquoi la personne qui est auteur, autrice de violence reste, ou pourquoi toi, en tant que victime de violence, tu restes? Non, la personne d'auteur, enfin C'est ça, l'auteur quand de tu la violence confrontes. reste parce qu'en fait, elle reste parce que en fait, elle y a un intérêt, Bien sûr, l'intérêt qu'elle retire de toi. Et elle peut te dire, tout et son contraire. T'es une femme merveilleuse et puis après, t'es quelqu'un d'affreux. Mais quand tu vas t'es la mettre, nul, ouais. t'es nul, Tu sers à t'es une rien. conne, tu sers à rien. Enfin, et j'en passe. Et vraiment, ça peut être très très violent et très dur aussi à. C'est même des fois bien ciblé par rapport aux failles qu'on peut avoir. C'est-à-dire, si on a une faille de l'abandon ou du rejet, euh, personne ne t'aimera comme moi, tu vas te retrouver seul, il n'y aura plus jamais personne autour de toi, Personne ne te supportera. Ça, je l'ai personne ne beaucoup voudra de entendu. toi, Ouais, voilà, ouais. personne, de toute façon, personne ne t'aime, enfin voilà, et donc ça vraiment, ça essole énormément, et le but, c'est de nous essoler. D'isoler. Ouais. Ouais. En fait, isoler quelqu'un, c'est l'empêcher d'avoir des ressources. Oui, et l'empêcher de pouvoir réfléchir aussi, de pouvoir en fait de voir l'image que on a dans le monde et ce que nous reflète en gros le monde social, que ce soit la famille, le monde professionnel, les amis, et le monde clos du couple. Et en fait, le fait de nous enlever toute cette partie sociale et de nous réduire au monde du couple, ben ça permet à l'auteur ou l'autrice, hein, bien évidemment. euh, je, veux, je ne fais pas de genre sur les violences, mais à l'auteur RE, on va dire, des faits, de pouvoir vraiment avoir une emprise complète et totale et de nous empêcher de réfléchir. En fait, le but, c'est vraiment ça. Et ça, c'est renforcé par la honte, parce que évidemment, enfin de la culpabilité et de la honte, parce que quand tu fais le constat des violences et que tu vois que tu n'arrives pas à partir, et on y reviendra après, parce qu'il y a aussi un petit cocktail explosif au niveau des sécrétions hormonales dans le cerveau qui participe au fait que tu n'arrives pas à partir quand même. Hein. Ouais. C'est important de dire qu'il y a quelque chose de physiologique, c'est pas que émotionnel et affectif. Donc il y a de la honte quand tu fais le constat de ça. Et ça isole encore plus. Et tu vois, ce que je propose aux personnes souvent qui racontent ces faits de violence, la première des choses, c'est de trouver dans l'entourage des personnes de confiance à qui on va pouvoir se confier, même si on a honte, même si on raconte pas tout, mais de commencer à dire les choses, de sortir du silence et de se dire, pour l'instant, j'arrive pas à partir, mais je vais faire le nécessaire pour commencer à m'organiser et je suis pas dupe. Je suis au Mm. courant de ce qui se passe, je regarde ce qui se passe, je me donne de l'indulgence et je commence à parler autour de moi. La honte et la culpabilité, enfin, tu mets vraiment le doigt dessus. C'est vraiment ce qui fait qu'on peut rester dans l'emprise aussi. Énormément. Enfin, c'est le fait aussi que finalement, on pense que, et ça c'est une pensée assez réductrice, hein, des violences, mais on pense que ça peut pas arriver à tout le monde. Mais ça arrive à des personnes qui en apparence sont très fortes, qui ont des boulots, ont une place sociale incroyable. Ce n'est pas réservé qu'à des personnes avec moins de diplômes. Enfin, très souvent, C'est même l'inverse. ouais, très souvent, on a tendance à dire ça, mais c'est totalement faux. Et tu sais pourquoi? C'est parce que ce que je dis souvent, c'est que tu as une résistance, tu as une telle capacité de résilience, d'acceptation, une résistance à la douleur, tu as une telle force à l'intérieur de toi que tu es capable de tolérer, sauf qu'en fait, ça se retourne contre toi, ton seuil de tolérance est bien trop haut, en fait. Hein.
et tu acceptes bien plus que enfin, au début, en tout cas, bien plus qu'il ne faudrait. Et plus tu es forte, et plus ça se retourne contre toi. Ouais. Contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir. Sauf que cette résilience, cette force, elle n'est pas orientée au bon endroit. Tout à fait. Ouais. Donc, quand tu la réorientes, tu deviens capable de faire plein de grandes Plein de choses, choses, ouais. Même voilà, beaucoup, et de ouais. sortir de la violence. Simplement, c'est de voir que ça n'a rien à voir avec la force ou la volonté, c'est juste, c'est pas bien orienté. Non, mais et c'est assez fou parce que, en fait, quand on suit des personnes qui sortent des violences, euh, ce qui est fait après, c'est incroyable. Enfin, il y a des personnes qui renaissent vraiment de leur cendre, quoi. Et elles deviennent hyper lumineuses et elles construisent des choses qu'elles ne pensaient même pas pouvoir faire dans leur vie un jour, quoi. Et t'en as un bel exemple de ça. Ah, Mais c'est vrai, de tout ce que tu es en train de mettre en place, de construire, de partager autour de toi, de transmettre, ça se sent de tout ce que tu donnes. mais j'essaye en tout cas, et je pense que oui, d'avoir vécu ça et de l'avoir vécu seule, malgré tout, parce que quand même, nos entourages ne sont pas formés à ça, malheureusement. Parce que au moment où moi j'ai porté plainte, même si encore maintenant, enfin je le vois encore avec les plaintes et tout, on a été porter une plainte début de semaine avec quelqu'un que je suis. Euh, j'ai dû me fâcher pour une main courante, quoi. Voilà. Et c'est un, À la enfin, gendarmerie ou Non, au au commissariat, ouais. commissariat. Au Ouais. commissariat, ouais. Et donc, j'ai dû dire, bah non, en fait, si vous prenez pas la plainte, vous prenez au moins la main courante et vous êtes obligé de le faire, en fait. Et sinon, ben, vous faites venir l'OPJ parce que moi, je veux voir l'OPJ. Et en fait, c'est triste à dire, mais moi, j'ai cette force-là de le faire maintenant. Mais si j'étais là, moi, d'il y a 4 ans, j'aurais jamais osé demander un Hmm. OPJ. Et sur les personnes que j'accompagne, Pour, enfin, pour les je personnes qui ne vois sauraient pas, tu peux nous dire ce que c'est un OPJ? un officier de police judiciaire. En fait, dans un commissariat, vous avez des agents de police judiciaire et vous avez des OPJ. Et en fait, l'OPJ est donc le plus gros, enfin le plus haut grade qui est censé être là, par exemple, le soir, imaginons, dans une brigade. Et je voudrais pas dire des bêtises, j'espère que si on a des policiers parmi nous, j'en Mais ils dirai pas pourraient nous trop. dire, ouais, ouais. Voilà, mais en tout N'hésitez cas, pas. n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises, hein. Mais la plupart du temps, si par exemple l'agent assermenté ne veut pas prendre soit la main courante, soit la plainte avec les preuves sur lesquelles on vient, ou parce que, par exemple, il a des mots, par exemple là, je me suis retrouvée face à un agent qui me dit oui, bah ok, les violences conjugales, mais madame, elle a pas été violentée physiquement. Je dis en fait, est-ce on a besoin d'en arriver jusque-là? Si on en arrive là, c'est peut-être un petit peu trop tard, non? Et en fait, on est obligé de, malgré tout, d'utiliser un petit peu de langage pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Je sais que, par exemple, sur le commissariat de jour, ça s'est pas passé comme ça et ça s'est très bien passé. Bon, bah voilà, il y a des fois, il y a un peu des loupés. Je jette pas la pierre, hein, je sais que c'est difficile. Mais c'est vrai que aussi ça participe au fait que bah, des fois les victimes, elles n'osent pas non plus Hmm. passer les portes du commissariat. Donc, tu conseilles d'être accompagné quand il y a besoin de porter plainte? Ben, soit d'y aller avec quelqu'un de confiance, mais oui, de se faire accompagner et surtout dès lors où on a décidé d'y aller, qu'on a réuni toutes les preuves qu'on a, on en discutera sûrement après, mais les preuves, les petits pas qu'on a mis en sorte pour sortir de là, et puis pour prouver en fait les violences, il est important que quand on se retrouve devant le commissariat, en fait, on aille jusqu'au bout. Même pour nous, en fait, je pense que c'est important et c'est important de ne pas lâcher, même si c'est très dur,
même si derrière la personne, elle peut nous harceler de messages, de love bombing derrière, mais j'arrêterai, j'ai promis, etc. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais, il faut le savoir. Jamais. Alors, j'avais envie de rebondir là-dessus, justement, parce que tu parles de love bombing. En fait, il faut savoir que quand il y a des faits de violence, il y a ce qu'on appelle la sidération. Déjà, au niveau psychique, tu bascules en cerveau, ton cerveau reptilien bascule en survie. Ouais. Et donc, il y a une sidération, il y a comme une coupure. C'est trop, et donc tu peux pas intégrer. Mm. Et puis, au niveau pardon, des sécrétions, il y a le cortisol et l'adrénaline. Et puis ensuite, souvent, il va y avoir des excuses, des mots d'amour, des cadeaux. Et là, ça va libérer de la dopamine. Ouais. Il va y avoir un espèce de mouvement de chaud-froid. Donc, on n'est pas obligé d'ailleurs d'aller à l'extrême dans des faits avérés de violence. Il peut y avoir du chaud-froid dans des relations toxiques, Mm. sans que ce soit étiqueté violente. Ouais. Mais en fait, cette alternance de adrénaline, cortisol, dopamine, et ocytocine aussi, qui est l'hormone des câlins, du bonheur, de l'attachement, ça crée du manque. Et donc, quand il y a de l'éloignement ou de la violence, tu te dis que la dopamine, elle va arriver. Et ça crée une addiction avec des shoots émotionnels qui font, en fait, c'est des montagnes russes. Des montagnes russes, ouais. Et c'est très addictif pour le cerveau. Oui. Chez n'importe qui. Et même après, quand finalement, quand tu sors de ce schéma-là de toxicité et de violence, quand tu te reconstruis et que ensuite tu veux refaire ta vie, tu as encore ton cerveau qui te demande ces montagnes russes-là, ce genre de dopamine, et tu te poses encore la question des fois, ah, mais c'est bizarre en fait, parce que quand c'est que le loup arrive en fait, et tu vas te tout va poser la bien. question, tout va bien, mais C'est tout va bizarre. bien, tout va bien jusque quand en fait? Et il y a quand même ton cerveau qui reste un petit peu en hypervigilance. Après, bon, bah, ça se calme et bien évidemment, souvent il y a un suivi qui fait que tout rentre dans l'ordre plus ou moins, mais c'est hyper addictif et tu te rends compte que finalement, peut-être que toutes tes relations avant aussi étaient liées à ce schéma-là de montagne russe, en haut, en bas, en haut, en bas, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ouais, c'est assez. Quand on en a conscience, après, on le voit plus du tout pareil. Mais c'est assez difficile à enlever après, j'avoue. Tu pourrais nous dire des symptômes physiques de ce chaud-froid, de ce que ça fait dans ton corps, en fait, tu vois, en termes de sensations. Ouais, alors, j'étais un petit peu désensibilisée par rapport à ça, mais je vais pouvoir en parler quand même. Euh, Moi, en fait, le chaud-froid, surtout le chaud, en fait, c'était. J'avais l'impression d'être comblée d'amour, c'est-à-dire que je l'aimais de fou, j'avais l'impression que mon corps, et j'étais en dehors de mon corps, enfin, c'était. Enfin, j'aurais pu tout lui donner, quoi. La Je lui sortais le tapis. plénitude, C'est ça, je la lui sortais le tapis. connexion. La connexion, la plénitude, je lui sortais le tapis rouge, j'aurais fait n'importe quoi. Enfin, c'était assez fou. C'était vraiment, je trouvais ça très dingue d'être dans cet état-là. Et inversement, sur le froid, j'étais complètement sidérée. J'étais triste. J'étais des fois même en colère, mais j'osais pas en fait être en colère parce que j'avais peur. Et De l'angoisse. ouais, j'étais angoissée. Il y a des fois, j'osais même plus rentrer chez moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois, j'ai beaucoup fait de sport dans ma vie. Et mais en fait, le sport était devenu un exutoire un peu à ça et une porte de sortie. C'est-à-dire que, par exemple, le jeudi soir, j'allais nager au lac en été. Et ben, je faisais durer ça des plombes parce que j'avais pas envie de rentrer chez moi. Et j'avais pas envie de le croiser. Et c'est là où finalement,
bah, quand on se rend compte de ça, la relation, faut la terminer en fait, parce que bah oui, il m'a porté mes shoots de dopamine, etc. à un moment donné, mais pendant 15 jours, et puis après, ça recontinuait, enfin les bêtises recontinuaient. Et c'était un cercle comme ça, vicieux, et c'était tout le temps le même. Tout le temps le même. Qu'est-ce qui t'a aidé, Marine, à conscientiser, à mettre les choses en place? Est-ce que tu aurais des outils à donner ou des petites, tu vois, des tips, des astuces très concrètes? Alors, ce qui m'a aidé à conscientiser, déjà, c'est que bah, on avait des problèmes de couple et moi, je lui ai demandé de voir un thérapeute. Déjà, on pouvait passer, enfin, il y avait aussi un biais un peu religieux, donc soit on passait par le biais religieux, soit un thérapeute, soit quelqu'un de nos familles qui puisse un peu nous aider là-dessus. Il a choisi le thérapeute. Et en fait, pendant la thérapie, donc il y avait thérapie de couple et thérapie tout seul. Et pendant la thérapie de couple, donc c'était tout le temps de ma faute, etc. Et donc j'arrivais pas à parler. Euh, et ensuite, donc on avait des temps tout seul. Et bah en fait, moi je me suis rendu compte que lui ne faisait pas ses temps tout seul. Et que moi, en fait, j'y allais parce que c'était moi le problème du coup. Et puis à un moment donné, bah, j'ai parlé à la thérapeute, puis la thérapeute, elle me dit, mais mademoiselle, enfin, je sais qu'elle a outrepassé ce qu'elle devait dire, hein. Elle me dit, mais c'est pas vous le problème, et là, enfin, ça devient dangereux. Et le jour où vous allez vous réveiller, à mon avis, il va pas être très content. J'ai arrêté la thérapie parce qu'elle m'a dit ça m'a fait peur. Et c'est resté en latence quand même un petit peu. Et 6 mois après, en fait, ça n'allait toujours pas. Je suis partie faire un challenge sportif pendant 5 jours et j'ai respiré enfin. En C'est-à-dire que t'éloignant. ouais, je suis partie 5 jours en Italie et c'était une bouffée d'oxygène énorme. Et après, j'angoissais de rentrer. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah stop, en fait, ça suffit, c'est trop pour moi. Et j'avais pas conscientisé que c'était de la violence avant que ça devienne physique. C'est-à-dire que pour moi, maintenant je le vois, mais quand j'étais dedans, en fait, comme c'était pas physique, même s'il y a eu des jets d'objets, même s'il m'a attrapé les poignets, il a pu me tirer par les bras, etc. Comme je n'avais pas de bleu, c'est bizarre à dire, hein, c'est assez violent d'ailleurs. Comme je n'avais pas de bleu, pour moi, ça n'existait pas. Et je Hmm. pouvais pas le prouver non plus. Je Moi, comprends mieux le nom de ton compte Instagram. des bleus à Des l'âme, oui. bleus. Et ouais, t'avais pas de bleu sur le corps, mais t'avais des bleus J'avais à l'âme. Hmm. exactement. Hmm. Et en fait, c'est dès lors où il a passé le stade de violence physique, où là, enfin, je me suis retrouvée comme une poupée de chiffon, hein. Et en moi, en plus, j'ai dû faire un choix entre est-ce que je réponds quand on est dans cette situation-là de violence. Et en fait, je l'ai vu tellement violent où j'ai choisi de me laisser faire comme une poupée de chiffon. Donc ça, c'est important aussi de pas se culpabiliser par rapport à l'attitude qu'on peut avoir euh, face aux violences. Moi, j'ai eu du mal à intégrer ça longtemps parce que c'était pas dans mon caractère, hein. J'ai tendance à être plutôt on y va et assez forte et à rentrer dedans. Et là, je me suis laissée faire. Et c'était très compliqué pour moi du coup par la suite. Mais Alors ça, c'est encore, tu vois, c'est encore de la survie et très souvent, tu laisses faire parce que tu sais que si tu réagis, ça va être pire. ben, c'est Donc c'est ça. de la protection. Oui, ben, là exactement. Mais ça, je l'ai compris bien après avec l'accompagnement, etc. Et ben, en fait, comme je me suis vue mourir, ce jour-là, je me suis vraiment vue mourir, hein. J'ai senti mon corps craquer. Enfin bref, j'ai eu des coups dans la colonne vertébrale. J'ai senti mes mains piquer. Enfin voilà. Et je me suis dit, je vais mourir. Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de mourir? Hmm. Clairement pas. Et donc j'ai réussi à me sauver. Je sais pas comment j'ai réussi à lui faire prendre conscience que fallait que je prenne mes affaires et que je me sauve. J'ai mis mes enfants en sécurité et là je me suis dit, bah
pour moi, c'était trop, en fait. Pour moi, c'était la goutte ultime qui fait que, ben, en fait, tu peux pas aimer quelqu'un si tu fais ça. Mais en fait, tu peux pas aimer quelqu'un si tu es violent, finalement. Mais c'est bien après que j'ai pris conscience de toutes les violences qui étaient financières, psychologiques, administratives. Enfin, et ça aussi, je l'ai fait aussi par rapport à des outils que j'ai du coup maintenant avec qui je peux discuter énormément. Vigdis qui a développé ça, c'est la société Opalcare et en fait c'est un outil, un formulaire en ligne complètement anonyme que tu remplis et bah, en fait ça te dit où tu en es dans ta relation et surtout dans les violences que tu subis dans ta relation. Ok, comment tu dis que ça C'est s'appelle? Opalcare, ça s'appelle. Ok, Opal.care. ok. Et moi, je l'ai fait après les violences et ça m'a beaucoup aidé à ouvrir les yeux sur ce que j'ai subi tout le long de ces 4 ans de relation, en fait. Parce que Donc ça te seul, permet de faire c'est une évaluation, ça te permet de faire un point pour savoir où tu en es. ouais. Ouais. Et c'est ce Tout- que je propose en accompagnement souvent, c'est d'abord on passe par là, en fait. On parle et après, je leur demande de remplir ça, enfin, d'aller sur le site et de le faire. Parce que ça permet vraiment de mettre des mots et le formulaire, il est assez factuel en fait. C'est pas un humain qui nous le dit, c'est un algorithme en fait. C'est un algorithme et par rapport à nos réponses, il va vraiment nous sortir tout un état des lieux des violences. Et c'est très factuel et ça permet vraiment de se rendre compte et c'est pas biaisé en fait par l'humain ou par l'affect. Tu peux nous donner des exemples de violences financières ou administratives? Bah, la violence financière, par exemple, bah, moi j'avais en charge tout mon foyer. Voilà. On était deux. Je voyais pas du tout son salaire passer. Et en plus de ça, bah, il fallait que je travaille pour payer ses bêtises. C'est-à-dire qu'il se mettait dans la panade financière ou il faisait des conneries. Il avait des amendes, des choses comme ça. Exactement. Et Ok, c'est moi qui payais. Voilà. ok. C'est moi qui casquais. Et finalement, à la fin, bah, je me disais, bah, je vis pour quoi? Enfin, je vis pour payer des choses qui sont pas de mon ressort, de ma faute. Et en plus de ça, moi, ça me met dans une précarité ensuite, quoi. Alors ça, je pense qu'il y a deux extrêmes. Il y a ce que tu racontes là, c'est-à-dire d'être, enfin, c'est le système du parasite qui va finalement profiter de ta situation, de ton argent, etc. Mais il y a aussi l'extrême opposé. C'est une technique de soumission que de t'isoler aussi financièrement parlant, en te faisant Ouais. arrêter de travailler, par exemple chez des femmes en particulier, pour t'empêcher de partir, parce que tu deviens dépendante De lui. de lui Mm. et donc ça devient plus difficile de partir quand tu dépends financièrement de quelqu'un. Ouais. Bah là c'était chez moi en fait c'était l'inverse et je pense qu'il partait pas pour tout ce confort-là. C'est-à-dire que personne n'aurait accepté ça, quoi. Enfin, Et il y a aussi quelque chose que j'ai pu observer, c'est que ça crée, tu vois, dans ce que tu racontes, et peut-être tu vas nous dire si c'était ton cas, mais en fait ça crée, c'est une situation évidemment inversée, mais c'est inversé dans plein d'endroits, et donc il y a une culpabilité à le mettre lui en difficulté. Surtout si c'est le père de tes enfants, exactement. ou la mère de tes enfants. Et donc, tu culpabilises parce que tu dis, mais attends, si je m'en vais, déjà qu'il s'en sort pas alors que je suis là, comment ça va se passer pour la suite? Et donc, toi, qui as en général une sensibilité, une empathie énorme, qui a une morale, qui a une éthique, etc., tu dis, mais en fait, je peux pas partir parce que sinon il va jamais s'en sortir. Et donc ça te fait rester, tu vois, Ouais, rajoute aux mécanismes qui te font rester. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, tu as l'impression bah, moi, j'avais l'impression d'avoir en charge un quatrième enfant. J'ai 3 enfants, j'avais l'impression d'avoir en charge un quatrième enfant et quelqu'un qui me tirait vraiment vers des abysses, quoi. Et des fois, je sortais d'un truc et il y avait un autre truc qui arrivait et je me dis, mais en fait, on fait que ça. Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment horrible. Et quand il me disait, oui, bah, tu seras rien sans moi, etc. Enfin,
quand je me suis retrouvée seule, je me suis dit, mais j'ai redécouvert du pouvoir d'achat, quoi. C'est Eh fou oui, de se dire ça. eh oui. Tout est inversé. Ouais. Oui. Dans le chat, on nous demandait comment s'appelait Opalcare, donc merci Jacqueline d'avoir répondu. Je le dis à l'oral pour les gens qui nous écouteraient en replay, c'est opale.care, C-A-R-E, Oui. pour trouver le formulaire, le questionnaire là dont tu parlais. Après, tu en as plein d'autres d'outils, mais c'est plus. Après, tu as Mémo de vie aussi, qui Tu l'écris permet comment? Mémo de vie. Comme ça. Ouais. Et ça, c'est plus une application en fait qui permet de recenser tous les écrits, toutes les preuves qu'on peut accumuler. Donc, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut accumuler, que ce soit des appels, par exemple, si on subit du harcèlement, même dans son couple, hein, parce qu'il y a des fois dans le couple, tu peux avoir plus de 100 appels par jour, etc. Et ça devient vite ingérable, avec la vie pro aussi. Des messages, etc. Et en fait, ça permet vraiment de retracer par date tous les événements, d'avoir un système de preuve qui est vraiment utilisable pour les forces de l'ordre après. En fait, c'est Ok. exportable et on peut créer des dossiers. Donc mes modes de vie, c'est plutôt ça. Et puis après, on peut mettre des écrits, en fait, enfin, voilà, on a subi ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas, par exemple, j'ai reçu un chausson ou une chaussure parce que j'ai dit ça, blou blou blou, on le met dans mes mots de vie. Et donc, il y a date, heure, on a subi ça, comment je me sens, etc. Et c'est des écrits Hmm. qui sont ensuite qui peuvent être actionnables au niveau de la justice. Ok, super. Ça, c'est un outil que je donne dans le cas de violence ou de toxicité ou quand il y a de la confusion, c'est d'écrire, de prendre un carnet, mais c'est encore mieux là ce que tu décris avec mes mots de vie, c'est de prendre un carnet et d'écrire factuellement ce qui se passe au fur et à mesure pour prendre conscience parce que on disait au début, il y a des mécanismes de défense, de banalisation, de rationalisation, et en fait, tu as tendance à oublier tout ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, c'est de pouvoir regarder, mais d'écrire même juste factuellement, sans jugement, sans interprétation, et de voir le cumul. Et ça peut favoriser la prise de conscience. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et la prise de conscience, c'est ensuite aussi, si vous souhaitez faire des démarches pour porter plainte, ça a vraiment un impact dans les dossiers pour se protéger et pour se faire défendre. C'est-à-dire que c'est limite immuable parce que comme on a des preuves très concrètes au niveau des appels, par exemple, même si par exemple enfin les forces de l'ordre peuvent demander le listing des appels, etc. Sur ouverture d'enquête. Mais déjà, en fait, c'est déjà une première preuve quand on va se présenter, par exemple, pour porter plainte ou pour déposer une main courante aussi. Déposer une main courante aussi, c'est important. On pense que ça ne sert à rien. C'est hyper important dès lors où en fait on se sent plus en sécurité, qu'il y a des faits qui sont assez caractérisés comme du harcèlement, comme des menaces, que ce soit des messages malveillants, etc. Ça peut être beaucoup de choses. C'est bien d'aller déposer plainte, d'aller déposer une main courante d'abord. De toute façon, eux, ils vous redirigent de toute façon en disant ça, c'est plus catégorisé comme main courante ou plainte. Mais en fait, c'est déjà une première preuve au dossier comme quoi vous subissez quelque chose, ça a un préjudice moral sur vous, et ça a un préjudice physique la plupart du temps aussi. Et c'est déjà alerté sur le fait de votre condition. Alors, une main courante, ça n'engage à rien au début, et c'est OK. Mais après, dès lors où la plupart du temps, ça s'enchaîne, hein, ça s'arrête pas la main Mmh. courante, ça s'enchaîne. C'est une trace qui C'est est une inscrite trace et quelque part. c'est surtout une trace qui est actionnable par la justice Ouais. et immuable, vraiment. Et c'est pour ça que quand on se déplace dans un commissariat et que on veut pas nous prendre la main courante, ils sont obligés de le faire. Voilà, il faut bien le rappeler qu'ils sont obligés de le faire.
Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu observer ou que tu as pu vivre. En fait, souvent, le conseil, c'est presque... D'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais de la psy qui, tu disais, elle a outrepassé. Euh, pour Mais je ceux la qui me remercie, connaissent... hein. Ouais, ouais. Pour ceux qui me connaissent, en tant que thérapeute, je ne donne pas de conseils, je dis pas quoi faire. Sauf quand la personne est en danger et qu'il y a de la violence, et où là, il y a quand même, il y a une protection qui prévaut pour moi, et donc j'ai une posture qui est très ferme et qui est très claire, et je cautionne pas et je banalise pas, et c'est sans jugement, mais ça veut dire que je pose quelque chose de très très clair. Et c'est le seul moment où je me l'autorise, mais je crois que c'est vraiment important pour en avoir discuté avec des consoeurs et des confrères. C'est le seul moment où c'est vraiment important et en face, la personne, ça lui fait vraiment du bien parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend sa défense, quoi. Oui. Euh, et donc, certainement, la thérapeute en question, elle a semé une graine chez toi ce jour-là. Même si c'était trop, Bah, en fait, sur le coup, je pense que j'étais pas apte à l'entendre, mais après, je me suis dit, ah, je suis pas folle en fait. c'est ça. Ah, je suis pas folle. En fait, ça a résonné en fait en moi en me disant, mais en fait, non, je suis pas folle. Et ça a fait en sorte que je prenne des distances et que je vois un peu plus le mécanisme qui est l'emprise et bah, la sidération, le fait que il m'envoie à mort d'amour et que ensuite il continue à me piquer, à me faire mal, et puis hop, on recommence, lune de miel et machin, et ça continue. Euh, mais ça, avant qu'elle me le dise, en fait, finalement, j'étais très troublée, mais je le comprenais pas et je le matérialisais pas du tout. Et là, tu as pu le conceptualiser, en fait. Ouais, Comme s'il y avait un modèle, quoi. c'est ça. En fait, elle m'a pas vraiment donné le modèle, mais elle m'a dit de faire attention. De faire attention parce que il avait des tendances violentes et que le jour où moi j'aurais envie de partir, ça serait très compliqué. Et bah, en fait, c'était déjà quelque chose que je sentais dans mon corps, que j'avais peur, puisque je sortais pas. Mais le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me le dise avec, ben, malgré tout, on dit des choses en thérapie, mais je pense qu'on dit pas tout. Et avec le peu d'éléments qu'elle avait, en fait, elle est arrivée à me dire ça. Et là, je me suis dit, ok, donc ce que tu vis et ce que tu ressens, c'est pas de la folie, quoi. C'est réel. Ouais. Et du coup, ce que j'allais te dire, c'est ce que je conseille très souvent, c'est de commencer à observer, mais de surtout de pas révéler ses cartes, de commencer à s'organiser, Ouais. mais de pas dire à la personne en face ce qu'on est en train de réfléchir, ce qu'on est en train de faire, parce que à chaque fois que vous allez en parler, ça va être démonté, ça va être retourné, ça va être à charge en plus contre vous. Et donc, c'est un moment d'arrêter de dévoiler vos cartes. Et ça, c'est vraiment important quand on s'aperçoit, quand on prend conscience qu'il y a de la violence, de commencer à garder les choses pour soi. Sauf que c'est difficile parce que c'est souvent des relations où il y a une injonction de transparence. On doit tout dire, on doit tout partager, on culpabilise si on dit pas et si on ment, etc. Et ça, c'est un premier travail, c'est d'apprendre à garder, à protéger son espace à soi, son espace psychique et émotionnel. Et il y a le fait aussi qu'ils le sentent, en fait. Dès lors où on commence à Hmm. prendre de la distance, même si c'est infime, hein, même si ça peut être très infime, ils, ils sentent que il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Et Que tu es... donc, ouais. Et donc, tout de suite, et donc ça, c'est cette période-là, le fait de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur, sur le fait de ne pas être transparente peut-être sur tout, de pouvoir aussi préparer pas à pas sa sortie, parce que une sortie dans ce genre de relation, ça se prépare. Ça se prépare avant par exemple, avant qu'il y ait des violences peut-être physiques.
Euh, pour ceux qui sont déjà pas dans la violence physique, hein, bien évidemment, il y en a qui sont déjà dans la violence physique. Quand ils sont déjà dans la violence physique, ça se prépare aussi, parce que le moment où on est le plus vulnérable, c'est le moment où on part. Et c'est le moment où il faut qu'on soit vraiment, vraiment armé et vraiment accompagné aussi. Tu vois souvent des allers-retours, des personnes qui y retournent? Mm. Alors oui, après j'ai la chance d'avoir pu accompagner des gens malgré tout qui, enfin, j'allais dire la chance, oui, non, assez proche de mon entourage, donc il y a des choses en fait qui implicitement, je pense, vient de la confiance qu'ils me donnent. Et donc, ils m'écoutent parce qu'en fait, ils savent que je suis passée par là. Et que si j'ai dit que... Enfin, si je leur dis que là, si on n'actionne pas ça, ça va être compliqué après. Que finalement, faut mettre son cerveau en pilotage automatique et il faut Mm. arrêter de donner champ aux émotions, en tout cas de lui donner le champ aux émotions. euh, Parce que ça protège énormément et ça évite ce genre d'aller-retour. Alors, pour moi, parfois, l'aller-retour, il fait vraiment partie du processus et ça permet aussi de se déculpabiliser si jamais ça vous arrive. Parce que de partir en une seule fois, C'est c'est dur. pas souvent le cas. Mm. Et donc, ça va nécessiter des allers-retours parce que c'est aussi, c'est comme des strates en fait. C'est comme si vous étiez anesthésié, c'est enfoui, et puis vous allez remonter par strates. Et quand il y a des allers-retours, en fait, vous remontez encore, et parfois ça nécessite d'être fait par étapes tellement c'était Au fond, ouais. profondément enfoui. Et encore une fois, ce que je répète souvent, c'est OK, même si j'y retourne, je ne suis pas dupe. Je me fais pas croire au Père Noël, je me fais pas croire que ça va être possible, que il ou elle a changé, que ça va être merveilleux. Je sais à quoi m'attendre, même si j'arrive pas à m'empêcher d'y retourner, mais je reste conscient ou consciente de ce qui se passe. Et ça aide vraiment. C'est très précieux d'y aller en conscience, Il de joue pas être beaucoup dupe. sur l'espoir, ouais. Il joue beaucoup sur l'espoir, en fait, qu'on nourrit dans la relation. L'espoir que ça va aller mieux, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Et bah, c'est ce que tu dis, en fait, avec les strates, en fait. Plus, bah, au début, tu as beaucoup d'espoir. Et puis, à un moment donné, bah, en fait, tu vas avancer, et cet espoir, il va s'amenuire, en fait. Et c'est là où tu vas plus pouvoir sortir plus facilement, ouais. Donc, parfois d'y retourner, ça permet de constater que il n'y a vraiment pas d'espoir. C'est Ouais. aller au bout. Tu as parfois besoin d'aller vraiment au bout du bout du bout. Mm. Alors, quand il y a des violences avant, quand même, enfin, en se mettant en sécurité, hein, mais c'est parfois aller constater par soi-même. On a beau nous, enfin, l'entourage peut te le dire. Et d'ailleurs, j'ai une question aussi pour toi parce qu'il peut y avoir une lassitude de l'entourage dans ces cas-là. Ouais. Tu peux Qu'est-ce avoir que une tu aurais lassitude. comme conseil à donner à l'entourage? Comme conseil de... En fait, Quelqu'un qui est proche d'une personne qui vit des violences et qui a du mal à partir, qui n'arrive pas, qui y retourne. de pas rompre le lien. De pas rompre le lien parce que oui, ça peut être compliqué le fait de pas comprendre cet aller-retour. Et frustrant pour les personnes accompagnantes, en fait, finalement. Euh, mais si tu rends le lien, en fait, euh, bah, en fait, tu risques aussi de faire en sorte que quand elle veut sortir, elle pourra pas. Et peut-être qu'elle va rester coincée dans cette relation-là parce elle aura pas cette main tendue pour l'aider à sortir. Et peut-être que ça ira trop loin et que ce sera les derniers jours, quoi. Et c'est très dur ce que je dis, mais c'est très vrai. Et, euh, et je sais que c'est frustrant, hein. Je sais que ça peut être frustrant même quand on écoute les victimes, que ce soit euh, l'accompagnant, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les avocats, que ce soit le système aussi au niveau des forces de l'ordre. Je sais que ça peut être
frustrant de voir ces allers-retours-là, mais ils sont nécessaires. Une victime fait 7 à 8 fois les allers-retours avant de prendre une réelle décision. Et la plupart du temps, la réelle décision, ça se prend parce que elle prend conscience que sa vie, c'est plus important que... C'est-à-dire que pendant ces allers-retours, il y a tout un travail aussi de reprise de confiance en soi, Ouais. un pouvoir de décision, de voir qu'on est capable de se débrouiller seul, de renouer des liens sociaux, amicaux, familiaux. Il y a tout ce travail-là. Donc en fait, pendant les allers-retours, si ça se passe bien, ça aide aussi, ça consolide à côté, et c'est ce qui permet à un moment de décrocher complètement, de partir réellement. Ouais. Et de se sentir écouté et compris, même si c'est parfois dur pour l'entourage. Parce que des fois, ben, en fait, ce qu'on vit, c'est tellement loin de l'image qu'on est et de ce qu'on est pour les autres. Et ils ont du mal à comprendre comment on peut vivre ça. Et comment toi, ce que tu disais, que t'es forte, t'es rentre dedans, t'es une badass dans ta vie de tous les jours, et là, t'y arrives pas. Ouais, et là, tu y arrives pas et ils comprennent pas. Enfin, moi, je me suis déjà vue avoir une discussion bien après, hein, mais du coup, bien après, avec ma tante. Et elle me fait pleurer parce que elle me dit, mais attends, je comprends pas, avec ton caractère, comment t'as pu te laisser faire ça? Mais en fait, c'est pas une question de caractère. Justement. Et tout à l'heure, tu vois, je voulais rajouter ce que tu disais sur les personnes qui deviennent lumineuses et rayonnantes, mais en fait, c'est ce qu'elles sont avant la relation violente ou toxique, et c'est bien pour ça que les gens violents viennent se mettre en couple avec des personnes lumineuses, c'est pour se nourrir de cette lumière, de ce rayonnement, de cette chaleur, de cet amour, de cette empathie, de cette sensibilité. Et c'est très drôle. Euh, C'est très drôle. Désolée, je te coupe, mais c'est très drôle, c'est que au départ, ils sont là exactement pour ça. Genre, ils nous aiment exactement pour ce qu'on est. C'est-à-dire que ce qu'on rayonne, ce qu'on diffuse autour de nous, ça les attire et c'est ce qui trouve ça génial. Et à la fin, c'est ce qu'ils détestent le plus chez nous. Et c'est quand même assez lunaire. Ils sont venus pour ça chez nous, pour par exemple ta force, ton hyper, enfin t'es indépendante, je sais pas, tu sais, j'en sais rien, tu sais faire des travaux, imaginons. Et à la fin, il va te dire non, mais en fait, tu réagis comme un homme, tu fais des travaux, euh, et ça va se renverser. c'est ça, t'es Ouais. hyper indépendante, tu me laisses pas ma place. Alors qu'au départ, c'était quelque chose qu'ils adoraient. Enfin, ça rejoint vraiment ce que tu dis, c'est vraiment ce rayonnement-là, cet enthousiasme-là. Ils adorent ça, ils font en sorte que ça diminue. Et après, on nous reprochera de reprendre en fait un peu ce lead-là. De reprendre ton autonomie, en fait. Et de reprendre ce souffle, Ouais. en fait, ce souffle de vie qui nous est Ouais. enlevé, Et en oui, fait. mais en fait, quand tu le reprends, c'est que tu arrêtes de leur donner. Et c'est ça qui te rallume. C'est pour ça qu'il y a de la colère Ouais. chez l'auteur ou l'autrice de violence. C'est plutôt bon signe quand tu commences à rayonner, c'est que tu te le réappropries. Et normalement, t'es pas censé le donner, ce truc-là. Tu peux le partager. L'autre peut, comment dire, en bénéficier par ruissellement, par rayonnement, mais t'es pas censé le donner, quoi. T'en départir. Mm. Et donc, quand tu le reprends, ben, ça leur convient pas, forcément. Et puis, en plus, ça te rend attirante et magnétique à l'extérieur, et ouais, ça te rend tes ressources, ça te donne la capacité de partir. Donc, forcément, il faut pas du tout que tu retournes là. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on sera ravis d'y répondre. Et, et voilà, tout simplement. Puis si vous avez envie de venir nous parler en direct, n'hésitez pas à lever la main, à demander la parole. Avec Marine, on sera ravis de pouvoir vous accueillir et vous répondre.
Donc aujourd'hui, comment tu accompagnes? Comment ça se présente, tes Al- accompagnements? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est surtout au niveau du système. En fait, moi, du coup, je l'ai vécu le système de l'intérieur en tant que victime et j'ai, si tu veux, identifié des trous de raquette dans l'accompagnement. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, il y a un gros souci de lien. Ça, j'en discute beaucoup, que ce soit avec, ben, tu vois, j'ai un ami OPJ avec qui j'en discute souvent. Merci Toufik, il sera content que je le dise. Euh, avec qui j'en discute souvent, c'est que, ben, en fait, il n'y a pas de lien vraiment entre les forces de l'ordre, l'associatif, les avocats et les solutions thérapeutiques, par exemple. Et le schéma, en fait, c'est simple, en fait. C'est tu vas déposer plainte ou une main courante. Enfin, souvent, c'est après ta plainte. Donc, tu déposes, on est auditionné, tu as un procès verbal. Et à côté de ton procès verbal, en fait, on va t'expliquer sur une feuille c'est à peu près 5-6 pages, allez, une dizaine de pages, de la démarche à suivre, à faire quand tu es victime. Sauf que, en fait, la vérité, c'est que une fois que tu as déposé plainte et que tu as mis ton procès verbal, hein, la victime est complètement saturée et ce document, elle le lit en travers ou si elle le lit, tu vois. Il n'y a pas vraiment de lecture et il n'y a pas d'accompagnement ensuite. C'est-à-dire, on donne ça et débrouille-toi. Et si, par exemple, les violences sont caractérisées de manière pénale, donc ça veut dire par exemple, tu subis des violences, ben, il y a eu de la violence psychologique, machin, administrative, financière, ok, tu as pu le prouver, mais en plus de ça, tu as eu des violences physiques et c'est là où en fait commence le procès verbal. Ça va être identifié avec des ITT. Et en fait, selon le nombre d'ITT que tu vas avoir avec passage d'un médecin légiste pour évaluer tout ça, tu vas aller sur un tribunal ou un autre. Donc ça veut dire que soit tu vas à plus de 8 jours d'ITT, tu seras sur du pénal. Et donc les charges sont beaucoup plus lourdes. Et ça, en tant que victime, on ne le sait pas. On ne le sait jamais. Enfin, on ne le sait pas avant d'avoir les pieds dedans. Et donc, le but, c'est de ne pas minimiser quand on va voir le médecin légiste, bien évidemment, et de se laisser faire au niveau des ITT, bien sûr. Et ben, là s'enclenche le système judiciaire. Et en fait, c'est un peu un rouage où il y a une association quand même qui va te contacter pour te demander si tu veux être représenté par un avocat, etc. Mais t'es sidéré en fait. Donc t'es ballotté de l'association à l'avocat qui t'appelle. L'avocat, la plupart du temps, il t'appelle le soir pour le lendemain matin être au tribunal de Compiègne, par exemple, tu vois. Donc ça va très vite, c'est assez lunaire. Et puis bah, après, il y a une décision de justice. Mais qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on se reconstruit? Donc souvent l'association te donne des clés pour aller chercher un thérapeute, etc. Mais il n'y a jamais de lien en fait. C'est toujours la victime qui va prendre rendez-vous pour quelque chose. On va éviter de lui expliquer. On va pas Tout est vraiment cloisonné, Exactement. On va tout est pas vraiment. détaché. Tout est détaché et on va jamais vraiment lui expliquer. Bah, par exemple, dans son procès verbal, il y a eu des injonctions contradictoires. Ok, qu'est-ce que ça veut dire des injonctions contradictoires? Ok, on lit ensemble le procès verbal ensemble et on regarde pourquoi c'est contradictoire. Et on te fait prendre conscience en même temps de ce que tu as vécu et on t'écoute. Et ce temps-là n'est pas vraiment pris et il n'y a rien qui est coordonné vraiment. Et donc moi, c'est ce que je propose en fait, de lier les choses et d'accompagner vraiment de bout en bout et de faire participer du coup bah, et la fois les acteurs que sont les forces de l'ordre. Enfin là, j'aimerais bien développer ce lien-là énormément, plus l'associatif, donc vraiment se lier ensemble
Et ensuite, tout ce qui est les outils thérapeutiques de reconstruction et de pouvoir proposer soit de l'aide administrative aussi parce que en fait on est saturé et on n'a pas besoin, enfin on n'a pas besoin de charges encore en plus que ça et donc de les aider soit dans les démarches administratives, soit dans la façon de se protéger aussi avec des outils donc les outils qu'on a pu parler, mémo de vie, Opalcare pour prendre conscience des violences qu'on a subies. Il y a aussi Tiers qui est une application qui se développe pas mal aussi sur la France. Dès lors où T'écris comment? TIERS, c'est Eva Ngale qui a créé cette application-là. Et en fait, c'est surtout pour les personnes qui ont des enfants en commun. En fait, ça permet de pouvoir avoir le contact avec l'autre parent s'il y a par exemple pas d'ordonnance de restriction et de pouvoir mettre un cadre et surtout de garder si les écrits, si par exemple il y a des menaces, des insultes, etc. Et en fait l'application reprend les mots, les gros mots, les mauvais mots par des langages fleuris. En fait, ça s'affiche sur l'application et ça met message fleuri, tu vois. Et donc en fait, tu te prends pas ça encore une fois Ok. dans la tronche. Ça met, ouais, ça fait interface, ça fait écran, C'est ça, ça amortit. ça amortit les choses et ça fait moins mal. Et ensuite, ce genre de choses-là peut être réaspiré aussi pour les démarches judiciaires, pour le JAF, pour les enquêtes complémentaires s'il y en a besoin, etc. Ouais. Il y a des réactions, là, quand tu parles de justice, dans le chat, autour de parfois la difficulté que ça peut comprendre, avec Rénal, par exemple, qui nous dit, soyons réalistes, les plaintes, ça donne quoi? Pas grand-chose, malheureusement. Et Delphine qui nous dit, oui, malheureusement, mais c'est le début d'un changement de faire cette démarche pour soi. Alors, je Donc, je suis bien d'accord. comprends. Alors, désolée, Rénal, je comprends que tu puisses dire ça. J'ai longtemps été fâchée avec ça aussi. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je pense qu'il faut le prendre comme un outil. En fait, la plainte, c'est un outil complémentaire pour finalement montrer. Je sais que la justice française est très mal faite par rapport à ça. Hein. J'arrête pas de le dire, j'arrête pas de le noter sur tous mes réseaux sociaux et tout pour ça. Je sais que normalement, ça ne devrait pas être à la victime de montrer patte blanche, mais à l'heure qu'il est, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, donnons-nous tous les outils, protégeons-nous de toutes les façons dont on peut et correctement pour que, en fait, finalement, la justice fasse son travail ensuite. D'ailleurs, je voulais vous recommander un ouvrage et il y a une question, ça fait lien entre ce que tu viens de dire, Marine, et une question dans le chat de Cynthia qui nous demande il y a beaucoup de points communs avec les situations d'inceste dans les sentiments de la victime. Qu'en pensez-vous? En effet, parce que dans l'inceste, c'est un système d'emprise et Par donc on va ascendant. retrouver par un ascendant, sauf que là, c'est pas le partenaire du couple, c'est un ascendant de la famille. Et il y a un ouvrage qui est vraiment très utile, qui s'appelle Agression sexuelle, la trousse de secours, et c'est Christelle Petit-Colin qui a écrit ça. Et en fait, elle décrit très bien le fait que la victime doit, je crois que c'est dans cet ouvrage-là, ou je sais plus. Mais en tout cas, elle parle de la victime qui doit montrer patte blanche et surtout qui doit pas être dans l'émotion. Donc, on lui demande de raconter des agressions, mais sans être trop émotionnelle. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des émotions parce que si elle est trop froide et que elle montre rien, ça va pas non plus. Et là, en fait, il y a aucun sens parce que quand on est en état de sidération, quand il y a des traumas, en fait, on est dissocié. La Oui. dissociation, c'est ce qui fait qu'on met à distance et en fait, on est capable de raconter un truc extrêmement grave qu'on a vécu, comme si on parlait du téléfilm insipide de la veille. Et ça, c'est des mécanismes psychologiques, encore une fois, pour se protéger. Mais donc, il y a des... on attend des choses des victimes qui n'ont aucun sens. Ben, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai été du coup désensibilisée en EMDR sur les violences de septembre 2022. Euh,
tellement désensibilisée que décembre 2023, quand il y a eu une autre... décembre 2023, non? Ouais, décembre 2023. Décembre 2023, quand j'ai porté plusieurs mains courantes, puis une plainte pour non-respect de l'ordonnance de restriction et surtout menace de mort sur mon téléphone. En fait, quand je suis passée au tribunal, quand il est passé en comparution immédiate et que en fait j'ai dû évoquer, j'étais partie civile, du coup j'ai dû évoquer ce que je subissais. Mon avocate, c'est exactement ce qu'elle a dit. En fait, on va réactiver les émotions en fait. Parce que en fait, La j'étais violence. tellement distanciée, puis en même temps, j'étais en syndrome post-traumatique et complètement cachetonnée aussi, hein. Et en fait, j'essayais de prendre de la distance de ça parce que sinon, j'étais submergée partout et tout se délitait sous mes pieds, hein. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau, tu l'as dit au début de l'échange, j'avais mon cerveau reptilien qui était complètement saturé. Et en fait, le petit stress que je pouvais vivre dans le quotidien, ça pouvait déclencher une situation chez moi en fait, de sidération, de figement. J'étais complètement figée et je tremblais et j'arrivais même plus à parler. Et j'en étais finalement, j'en devenais dangereuse pour moi et dangereuse pour les autres parce que, par exemple, en voiture, je me suis fait klaxonner par un mec, il hurle derrière complètement bloquée comme ça, devant mon volant, les enfants dans ma voiture, et je me dis, bah voilà, je sais plus quoi faire. Et j'avais du mal à revenir dans mon corps. Et à me dire, bon, bah allez, on reprend on prend les rênes. Ouais. Et donc, cet état-là, devant le tribunal, j'ai dû laisser les émotions parler. Et je me suis je me suis effondrée, hein. J'ai pleuré devant la cour. J'ai trouvé ça très humiliant aussi pour moi. Et très humiliant aussi parce qu'en fait, lui me regardait, il était à ma gauche. Et il me regardait. Et en fait, il pensait que j'avais pas peur. Mais j'étais terrorisée, en fait, je ne montrais jamais que j'avais peur depuis ce qui s'était passé. Et là, en fait, ce jour-là, il a compris que j'avais encore peur. Et surtout, il l'a su, parce que je l'ai dit. Et ça, pour moi, c'était très humiliant, en fait. Oui, tu faisais tout pour pas qu'ils voient. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Plusieurs fois, plusieurs fois, quand on faisait en sorte de se passer notre fils commun, mon petit garçon, par exemple, il respectait pas les horaires, donc les gens qui étaient disposés pour m'aider à faire le passage de bras, s'en allaient en fait. Quand on reste 1 heure et demie dans le froid, il y a un moment donné, les gens, ils ont autre chose à faire aussi que de faire ça. Et donc, en fait, je me retrouvais seule face à lui, ou des fois, les personnes, elles étaient là, ils venaient toquer à mon carreau parce qu'ils avaient vu que j'étais garée pas très loin. Et puis, ils venaient m'insulter, bébé en bras, quoi. Hmm. Voilà. Il y a Jacqueline qui dit quelque chose de très juste. Merci beaucoup de le rappeler. C'est que il y a une difficulté aussi à partir parce que tu sais que tu vas laisser tes enfants seuls. Enfin, même si tu en as la garde, il y a un moment où les enfants vont être seuls avec la personne qui te maltraite toi et donc avec ce que tu peux imaginer à juste titre ou pas, mais de ce qui va se passer en ton absence avec les enfants. Ouais. Et en effet, ça, c'est une vraie difficulté de partir en sachant ça. C'est pour ça que, en fait, dès lors où il y a des décisions de justice, et ça, pareil, c'est regrettable, hein. C'est extrêmement regrettable et j'espère et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a un pilote sur les Hauts-de-France là-dessus, sur le fait si on est, si on est victime de violences conjugales, le fait de faire en sorte que on embraye directement sur le juge des affaires familiales pour prendre constat et pour éviter en fait d'attendre plus de 6 mois et d'envenimer les choses. Et donc, en fait, là, les institutions sont vraiment, c'est pareil, c'est vraiment un manque de liant, hein. C'est vraiment le tribunal correctionnel, le juge des affaires familiales, et des fois, ça communique pas, alors qu'ils sont dans le même endroit, hein. On passe une porte, on passe Hmm. vraiment une porte.
Et donc, je pense que ce qui est intéressant, et là, ce qu'ils vont faire dans le pilote, c'est vraiment de lier ces deux choses et de prendre en compte toute la situation et pas que seulement, par exemple, la situation familiale quand on passe au juge des affaires familiales. Parce que oui, bah en fait, moi-même, hein, moi, je me suis mis en défaut au niveau des juges des affaires familiales, où on m'a appelé parce que bah, j'avais fait une non-présentation d'enfant quand il est sorti de prison suite à la comparution immédiate. Et ben, je leur ai dit, mais en fait, les démarches pour le JAF sont faites. Moi, j'attends un accord du tribunal de Compiègne pour le JAF. Il est hors de question que je lui laisse notre fils commun, en sachant que bah, déjà, ben, il y avait aussi un lien. Mes beaux-parents sont pas de nationalité française, ils viennent d'Afrique. Et donc, il y avait possibilité que finalement mon fils sorte du territoire français. Et ça, pour moi, c'était inconcevable et ça pouvait vraiment se faire. Donc, bah là, c'était plus une idée de protection et j'ai eu des soucis bah, du coup avec la gendarmerie qui m'a appelé et je leur ai dit, bah écoutez, moi je vous joins tous les documents, le fait qu'il y ait une comparution immédiate, le fait qu'il a été incarcéré, il est sorti. Oui, certes, il est sorti. Pour l'instant, on n'a pas de décision de JAF, mais moi je peux pas, là en l'occurrence, lui laisser l'enfant parce que bah, rien me promet que bah, mon enfant est dans des conditions de sécurité. Et moi-même, en fait, parce que moi-même, ça me remettait dans une situation où bah, il allait falloir que je le vois, que je sois de visu pour mettre l'enfant à charge. Et donc ça a été décidé aussi Hmm. dans le jugement, où finalement, ben, en fait, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait bah, déjà que Isaac ne puisse plus sortir du territoire français. C'est important quand il y a des parents avec des nationalités différentes. Et surtout que en fait, les visites se passent dans un lieu neutre et médiatisé. Parce que je ne pouvais pas bah, avoir l'autorité parentale conjointe avec lui, ce qui était impossible puisqu'il était violent avec moi. Et puis de toute façon, peu importe ce que je disais, c'était 1 plus 1, c'est égal à t'es folle, t'es cinglée, t'es une salope, enfin bref. C'était jamais égal à 2. Enfin, de toute façon, peu importe ce que je mettais en place, ça n'allait jamais. Donc bah là, le cadre juridique a aidé et il y a des solutions aussi pour permettre cette médiation et heureusement, fort heureusement. Ouais. Mais je rejoins cette peur et cette difficulté, et même, tu vois, bah, comment dire, je pèse mes mots, mais dans ta situation, il y avait de la violence avérée, donc ça a favorisé toute la mise en place de ce que tu décris là. J'ai dû le Par prouver. J'ai dû le Oui, prouver. oui. Et j'ai dû au juge des affaires familiales pour te dire que ça ne communique pas correctement. C'est-à-dire que quand même, il est rentré en prison. Il y a eu des faits avérés de menaces de mort qui ont été requalifiés. Et ça, c'est pareil. Moi, je me bats un peu sur les requalifications au niveau judiciaire, que ce soit au niveau des plaintes ou même au niveau des juges, en fait, où il y a un remaniement des mots et ça veut plus du tout dire la même chose et ça protège énormément les auteurs. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'y étais parce qu'il m'a menacé de mort, ça a été identifié, ça a été écrit sur un procès-verbal, et quand je suis sortie de du tribunal, ce qui a été relevé, c'est message malveillant par concubin ou ex-concubin ayant l'ascendant, machin. On est d'accord que c'est pas, enfin, à un moment donné, quand on te dit la prochaine fois que je t'attrape, c'est pas 10 mois que je prends, c'est 10 ans, c'est très clair. Hmm. C'est très très clair. Ouais. Et donc, ben, par exemple, ça a été utilisé contre moi au niveau du juge des affaires familiales, c'est-à-dire que l'avocat de la partie adverse a repris du coup l'ordonnance qui avait été déposée
lors de la comparution immédiate et c'était marqué message malveillant. Sauf que par exemple, si je n'avais pas mis ma plainte, et là c'est là que ça en vient vraiment vicieux en fait, où le message est noté noir sur blanc et ce n'est pas une menace voilée, eh ben, si je n'avais pas mis ça, ben, le juge des affaires familiales aurait pris l'accord sur le message malveillant. Parce que c'était marqué au niveau de la sortie de la comparution immédiate. Sauf qu'on n'est pas du tout sur des mêmes termes. Enfin, il y a un moment donné, il Ouais, faut ouais. être conscient là-dessus. C'est pareil, dernièrement, il y a eu l'affaire Chloé. Enfin, je ne sais pas si on est au courant de ça, mais enfin, la fille a été laissée pour morte, c'est-à-dire que son conjoint l'a laissée pour morte, donc c'est une tentative de féminicide, faut dire ce qui est, et ça a été requalifié en violence aggravée, enfin, agression aggravée, violence aggravée. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les termes et de laisser les choses en toute impunité de l'autre côté, quoi. Parce qu'ils se sentent vraiment tout puissants quand on peut remanier les termes sans arrêt, Oui, quoi. absolument. Et tu vois, ce que je te disais, c'est que, en l'occurrence, toi, tu as pu le prouver et donc faire en sorte que, tu vois, que ce soit encadré par la justice. Mais ce que disait Jacqueline sur la difficulté quand tu dois laisser tes enfants avec l'autre personne, c'est quand la Les faits sont. violence est pas forcément physique et qu'elle n'est pas reconnue ou qu'elle n'est pas encadrée, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est encore plus délicat. Enfin, En fait, c'est pour ça que je te dis, je pèse mes mots. J'ai pas ouais. du tout envie de comparer les situations. Non, non, mais bien Euh, évidemment, non, il n'y a pas de souci, mais après, c'est pareil, là, il y a les expertises psychologiques. C'est important de les faire. Je pense que, enfin, moi, j'ai été au bout des choses aussi par rapport à ça parce que il y a plein de preuves qui pouvaient être irrecevables dans mon dossier, qu'on pouvait ne pas prendre. Mais j'ai pas hésité à aller me faire expertiser, moi, psychologiquement et de faire expertiser mes enfants psychologiquement, c'est-à-dire quel impact a eu la violence sur eux et le suivi psy qu'on a dû mettre en place, parce que bien évidemment, après tout ça, il n'y a pas que nous qui avons été victimes, il y a aussi l'entourage de la cellule familiale qui a besoin d'aide. Et donc ça, c'est important. D'ailleurs, peut-être pour terminer, on peut parler parce qu'on s'est un peu parlé avant pour cette émission et tu me parlais du traumatisme vicariant. Oui. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est? Alors, le traumatisme vicariant, c'est plus quelque chose qui est lié aux violences financières ensuite. Et donc, ça va être tout ce qui va être, dès lors où on fait des démarches pour les juges des affaires familiales ou des choses comme ça pour mettre un cadre, c'est de mentir sur ses ressources, de ne pas finalement d'être contraint de verser une portion alimentaire ou des choses ou Donc, d'aider. je veux dire, c'est les conséquences, c'est tout ce qui se passe à la suite de ça. Ouais, toutes les Ok, conséquences. parce que moi, j'avais pas la même définition, alors c'est intéressant. Bah, moi, je trouve que pour les conséquences vicariantes, c'est plus toutes les conséquences qui est Ouais, ok, je- post, post-séparation, en fait. Et ok. tout ce qui va être fait pour t'empêcher, finalement, de vivre normalement et te contraindre. Moi, je l'entendais comme la violence que tu vis quand tu es témoin, et je pense par exemple aux enfants ou aux membres de la famille, et en fait qui fait parfois autant de dégâts quand un enfant est témoin de violence sur un de ses parents. C'est aussi violent que si lui-même recevait des coups, Ah et oui, du coup, on appelle ça des traumatismes vicariants. oui. Donc je pensais à ça, mais en effet, les conséquences qui se poursuivent dans le temps, même si la situation est terminée, c'est aussi, Mais, c'est en aussi le fait, cas.
C'est en fait bah, ce que tu viens d'évoquer et ce que je viens d'évoquer, ça contraint, ok, ça contraint la victime, mais les personnes sur lesquelles ça contraint le plus, c'est les enfants. C'est-à-dire que dès lors où ce genre de violence est faite, ce n'est jamais vertueux pour l'enfant en fait. Absolument, absolument. Donc, Quoi qu'il en soit. quoi qu'il en soit, en fait, ça découle. Enfin, le premier vecteur qui va être face à ça, c'est la personne d'autorité qui va être impactée. Et après, ça découle sur l'enfant, puisque de toute façon, la personne qui va vouloir, souvent le parent protecteur, on dit ça. Euh, J'aime pas trop dire ça parce que c'est souvent réutilisé contre nous, mais voilà, le parent protecteur va tenir un statut pour éviter que ça se déverse sur l'enfant. Mais malgré tout, bien évidemment que bah, cet enfant va être utilisé pour un levier pour subir de la violence. En fait, la seule porte d'entrée qui va pouvoir être accessible Par ensuite, la suite, en plus, oui, c'est plus la personne qui est c'est protégée d'atteindre les juridiquement, enfants, ça va être par les enfants pour atteindre la personne. Et donc utiliser les enfants forcément, pour t'atteindre. Ouais, ouais, ouais. tout à Et fait. donc forcément, les enfants, ben, et dans ces cas-là, enfin, ils s'en prennent plein la tête et puis même eux, ils comprennent pas. Moi, je le vois des fois Et même avec parfois, certains quand les enfants. enfants sont adultes, ça peut arriver qu'ils soient encore utilisés pour Ouais, atteindre l'autre parent. oui. Mais c'est ouais, c'est très toxique en fait. Ouais. C'est un biais de toxicité énorme. Et c'est très compliqué, je pense, de pouvoir faire arrêter ça, malgré tout, à part quand les enfants en ont conscience. Mm. Et ça, bah, le problème, c'est que soit ça fait grandir nos enfants un peu trop vite, Mm. et ça les rend lucides, et ça fait de la peine, parce que moi, j'ai mon petit garçon de 5 ans sur des choses, il est suivi psychologiquement, mais du coup, sur des choses, même la psy, elle me dit, ah, c'est dur quand même, là. Et je lui dis, oui, bah moi, je le sens aussi que, enfin, c'est pas sa place d'enfant, quoi. À 5 ans, on n'est pas censé pouvoir avoir ce genre de réflexion sur son père ou sur sa mère, finalement. C'est aussi leur donner des outils pour avoir du discernement, pour pouvoir faire leur choix, de ne pas non plus trop protéger l'autre parent, c'est-à-dire ne pas le dénigrer, mais pas non plus tout cautionner et Ouais, donner à l'enfant le choix enfin, comment dire, d'avoir la liberté de réfléchir et d'avoir du discernement et de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord avec tout, qu'on n'est pas mm, d'accord avec des agissements, qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Mais cette liberté de penser, elle leur fait du bien, en fait, parce ouais. que ça permet eux, ils peuvent s'y retrouver. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Écoute, moi, j'adore échanger avec toi, Marine. On pourrait Y a parler pas de des heures, souci. même si c'est un sujet très difficile et je trouve que vraiment, tu mets beaucoup de clarté sur tout ça et ça fait du bien de t'entendre. J'espère que ça aura fait beaucoup de bien à ceux qui sont en direct ce soir ou qui nous écoutent en replay. J'aimerais beaucoup avoir vos retours d'ailleurs. Pour terminer, il y a une dernière question qui est comment aider un homme à faire les démarches quand il a honte que la société, parce que la société a un regard jugeant, comme s'il manquait de virilité. Ouais. Alors, je dirais que ça n'a rien à voir avec sa qualité d'homme, ni le fait que ça a un impact sur sa virilité. Ça ne veut rien dire de lui, en tout cas. Ça veut tout dire de l'autre personne qui est en face, mais ça veut rien dire de lui. Et c'est important de l'entendre. Et que, bah, en fait, moi, je pousse vraiment s'il y a des violences, vraiment à acter les choses, à faire petit pas par petit pas, hein, bien évidemment, à monter son dossier petit pas pour s'en aller, et de ne pas hésiter à pousser la porte d'un commissariat et d'acter les choses par main courante, par plainte, parce D'un que avocat, s'il y a la possibilité aussi. d'un avocat, s'il y a possibilité. Après, c'est le départ, hein. Le départ, c'est main courante, plainte. Et ensuite, bon, bah, si ça passe sur d'autres registres qui est plus judiciaire, bah, forcément, il y aura un avocat. Mais
faut pas hésiter et je pense que il faut arrêter le tabou de toute façon sur la violence en règle générale et d'avoir honte de subir ce genre de choses. Et il faut intégrer que la violence, c'est pas genré. C'est pas parce que on est beaucoup de femmes à... Alors, j'espère que ce sera pas repris mes mots par des gens mal intentionnés là-dessus, mais c'est pas parce qu'en fait, on est d'accord que la violence est subie par beaucoup de femmes. C'est 86% des violences chez les femmes, subies par les femmes, mais ça reste quand même 14% des hommes, et encore, c'est ceux qui portent Oui. plainte. Ceux qui parlent, D'accord? ceux qui l'identifient et qui le dénoncent. C'est ça. Donc, on voit bien quand même que, il y en a, et c'est important de le dire. Et surtout, ben, si la violence, en fait, on a besoin, si la violence est subie, on a besoin de la voir. Et ben, les outils statistiques là-dessus, ben, c'est les plaintes et c'est les procès-verbaux qui vont être faits. Et donc, c'est aussi passer la porte de ces commissariats-là et de dire qu'on subit des choses. Je sais que c'est pas facile, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a tout ça, mais à l'heure actuelle où les langues se délient sur le sujet, je pense qu'il est important de plus fermer les yeux dessus et de dire les choses avec les mots tels qu'elles sont, parce que en vrai, ça a une répercussion pas que sur l'individu, mais aussi sur le système et la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on est les seules personnes qui peuvent faire bouger les lignes au niveau de la société. Et ça commence déjà par nous, en fait. Ouais, c'est très juste. Et tu vois, tu disais sur la honte, parlez, parlez, sortez du silence, sortez de l'isolement, écrivez juste pour vous, parlez, allez même sur des forums, sur Internet, parlez à vos amis, à votre famille, à des gens qui sont capables de vous écouter sans vous juger, parce que c'est en remettant du lien, du partage là où il y a de la violence qu'on s'en sort. Il faut surtout pas rester seul face à ça. Et c'était tout notre message de ce soir avec Marine. Je vois Bina qui dit c'est déjà la fin, donc c'est plutôt bon signe. Et oui, c'est déjà la fin. On a passé 1 heure et demie ensemble, mais on en discutera en off avec Marine. Mais moi, je serais tout à fait d'accord pour que tu puisses revenir d'ici quelques temps, qu'on ait un autre échange. Ce serait super. Et puis il y a des messages qui nous disent merci Marine et Amanda pour cette intervention qui était très enrichissante. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est beaucoup de courage et aidant pour les autres victimes. Bravo. Je vous remercie de parler aussi des hommes violentés, car en effet, cela existe. Voilà, donc je crois que notre discussion, elle aura fait beaucoup de bien et j'en suis ravie. Ah, il y a un homme d'ailleurs qui nous dit merci beaucoup à toutes les deux. Et ben Oh, c'est merci gentil. à toutes et à tous. Merci Marine, à toi et à ton engagement, ton action. Bravo aussi d'être sortie de là. Et merci pour ton partage. Oh, bah, avec plaisir. Si ça peut, non mais vraiment, si ça peut, là c'est la petite partie touchante, mais si ça peut vraiment aider d'autres personnes, c'est important de le faire. Et je pense que au début c'est pour ça que au début j'ai parlé pour moi, pour me faire du bien. Et en fait, maintenant c'est plus pour les autres et les aider à sortir du bois par rapport à ça, ouais. Eh oui, on a besoin de personnes comme toi qui œuvrent à ça. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Alors, la semaine prochaine, on parlera de l'hygiène de vie, de l'équilibre de vie et de l'importance que ça a pour entretenir des relations saines. Donc, je vous attends et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Marine, salut tout le monde.